Abidjan, le 8 janvier 2015, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience ce jeudi le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Des projets futurs axés sur l'électricité et l'acquisition de titres fonciers ont été abordés. 4 jeunes entrepreneurs lauréats du concours Start-up récompensant les meilleurs projets de création de PME ont reçu aujourd'hui des chèques d'une valeur totale de 75 millions de francs CFA de la part du Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale, FIDEN. Dans l'actualité sécuritaire, ces 6 individus pris dans les filets des forces de défense et de sécurité, la mise en cause nourrissait un projet de déstabilisation du pays. Ils ont été interpellés dans la région de Tabou en provenance du Ghana avec en leur possession des explosifs. Et puis à l'étranger, évidemment, la France, où les 2 suspects de l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, Chérif et Saïd Kouachi, sont toujours poursuivis. Ils ont été localisés dans l'Est depuis ce matin. La France a aussi connu un autre drame ce jeudi dans le sud du pays. Une policière y a même perdu la vie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce soir, on prend la direction de la primature où le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience ce jeudi le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire avec Jean-François Valette. Les échanges ont principalement porté sur la relation entre le pays et l'Union. Les 2 personnalités ont également abordé des projets futurs axés sur l'électricité et l'acquisition de titres fonciers. Sidonie Wakadavila. La rencontre entre le nouvel ambassadeur de l'Union européenne, Jean-François Valette, et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été le moment pour eux de passer en revue les actions entreprises par cette institution en Côte d'Ivoire, surtout pendant et après la crise que le pays a connue. Un point qui fait la satisfaction du diplomate français. Pour la Côte d'Ivoire, nous sommes particulièrement satisfaits de voir que l'action de l'Union européenne a été décisive. Nous continuerons à dépenser environ 60 millions d'euros par an au cours des 5 prochaines années, dans des domaines importants, à l'administration de l'État, à la restauration de la présence de l'État dans ces divers domaines. Je pense notamment à l'ordre public, je pense notamment au ministère de l'Intérieur, je pense bien sûr aussi à la sécurité civile, je pense à tout ce qui est justice. Malgré ces acquis, l'UE n'est pas près de s'arrêter en si bon chemin. De grands projets sont annoncés pour bientôt. L'Union européenne compte investir dans le secteur de l'électricité avec un portefeuille de près de 140 millions d'euros. Elle entend également aider à l'acquisition de titres fonciers par les populations pour leur bien-être. Le Premier ministre, pour sa part, a salué les actions de cette institution en Côte d'Ivoire et l'a encouragé à continuer avec plus de détermination. Je vous le disais en titre, 4 jeunes entrepreneurs lauréats du concours Start-up récompensant les meilleurs projets de création de PME ont reçu aujourd'hui des chèques d'une valeur totale de 75 millions de francs CFA, d'importants moyens financiers octroyés par le FIDEN, le Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale. Ces ressources devraient stimuler chez les jeunes diplômés le goût de l'auto-emploi. Les précisions de Lansine Bakayoko, commentées par Noël Niagno. Montant total des financements alloués, 75 millions de francs CFA. Les projets retenus par le comité de gestion du FIDEN, Fonds ivoirien pour le développement de l'entreprise nationale, sont du domaine de l'agrobusiness et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Il s'agit principalement d'activités liées à la vente d'unités téléphoniques, à la commercialisation de riz made in Côte d'Ivoire et surtout de petites entités de transformation agricole, notamment de noix de coco et de feuilles sèches de quinqueliba, une sorte de thé des savanes. Les projets agréés ont de réelles chances de succès au regard des critères particulièrement rigoureux. C'est avant tout la maîtrise du projet. C'est également l'existence d'un marché, la pertinence économique du projet. Un autre élément, c'est la capacité à défendre son projet devant le jury. L'objectif de ce modèle d'accompagnement opérationnel des jeunes promoteurs est de créer une race d'entrepreneurs conquérants capables de devenir de véritables patrons dans un futur très proche. Une chaîne de solidarité que les lauréats apprécient fortement.
Un moment de joie pour les entreprises, les jeunes entreprises. Et ça nous réjouit d'autant plus qu'on sait que ce n'est pas des effets spot. On est dans cet accompagnement-là depuis bientôt, on va dire, 1 an et demi. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, initiateur de ce dispositif, entend élargir sa collaboration avec d'autres structures de financement. L'idée, doter le pays d'un tissu de petites et moyennes entreprises compétitives. Le projet Startup que nous avons indiqué est un processus d'accompagnement du promoteur privé jusqu'à l'opérationnalisation de son idée. En Côte d'Ivoire, les PME contribuent pour 20% au produit intérieur brut et 23% à l'emploi stable et durable. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, a reçu avant-hier à son cabinet au Plateau près d'une trentaine d'étudiants. Ces jeunes en formation aux États-Unis dans le domaine du pétrole sont en vacances au pays pour les fêtes de fin d'année. Compte rendu. Ce sont 54 étudiants des promotions 2013-2014 qui ont bénéficié d'une bourse d'études de 5 ans de l'État de Côte d'Ivoire pour une formation dans le secteur du pétrole aux États-Unis. De passage en Côte d'Ivoire, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ces étudiants ont été reçus par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. J'ai reçu 29 de nos étudiants qui font des études de pétrole aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes agréablement surpris par les résultats. Nous leur demandons simplement de continuer à être d'excellents étudiants et qu'ils nous reviennent le plus vite possible parce que le pays a besoin d'eux. Je suis partie en janvier dernier et j'ai suivi pendant un semestre les cours de langue et ensuite j'ai commencé le programme dans la filière du pétrole. Et à l'occasion des congés de Noël, j'ai bénéficié d'un séjour. J'ai bénéficié d'un séjour afin de revoir ma famille et les amis pendant quelques semaines. Satisfaits de l'accueil, ils disent être conscients des attentes du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Je pense que, en tant qu'étudiant et en tant qu'Ivoirien, tous avec mes amis, nous ferons de notre mieux et la Côte d'Ivoire, je crois, 2020 sera un pays émergent, je crois. Cette année, ce sont environ 40 étudiants qui bénéficieront de nouvelles bourses pour des études dans plusieurs pays étrangers. Le ministère de l'Agriculture vient de lancer la campagne du Fonds de développement EVA, FDH, lancement qui a eu lieu aujourd'hui pour la campagne 2015. Le projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire soutiendra le Fonds de développement EVA dans ses activités. L'objectif fixé par le fonds est d'atteindre 300 000 hectares de plantations d'ici à 2020. Marina Atta, Francis Boifo. Cette année, le Fonds de développement de l'EVA, FDH, ambitionne la création de 8 000 hectares de plantations. Chaque bénéficiaire de notre subvention pourra avoir l'équivalent de 6 hectares de plants maximum. Ça fait 3 000 plants. Alors qu'anciennement, il pouvait avoir droit à 20 hectares. C'est l'équivalent de 12 000 plants. Le montant de la subvention du FDH varie entre 75 et 175 francs CFA par plan selon les variétés d'EVA. Pour encourager la culture de l'EVA, le FDH bénéficie de l'appui du PESAC, projet d'appui au secteur agricole. Par le passé, la PREMAC fournissait des plants aux planteurs à 70%, avec une subvention de 70%. Et le planteur payait 30%. Avec le PESAC, c'est peut-être que les producteurs ne paieront que 5%. Pratiquement le transport des plants. Et c'est une priorité qui a été exprimée par la PREMAC parce que le PESAC ne fait que répondre à des requêtes des filières. Toutes ces initiatives visent à créer 300 000 hectares de plantations en 2020 et produire 600 000 tonnes de caoutchouc sec. La Côte d'Ivoire est classée premier producteur africain et 7e mondial de caoutchouc naturel. Le pays fournit 2% de la production mondiale qui est de 11 500 000 tonnes de caoutchouc sec. Dans l'actualité sécuritaire, ce soir, ces 6 individus pris dans les filets des forces de sécurité et de défense. La mise en cause nourrissait un projet de déstabilisation du pays. Ils ont été interpellés dans la région de Tabou, en provenance du Ghana, avec en leur possession des explosifs. De sources policières, ils projetaient des attaques ciblées. On fait le point avec Abou Sanogo.
Beaucoup de filets des forces de sécurité et de défense qui viennent de déjouer un plan de déstabilisation d'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions des forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Yangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. Ces 6 individus projetaient des attaques de la Côte d'Ivoire à l'aide de puissants explosifs, en plus de mèches de détonation, de détonateurs, d'ensembles treillis et de divers documents. La vigilance accrue des forces de l'ordre a permis de faire échec à ces tentatives dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier à Boubélé, un village de la région de Tabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana par pirogue, véhicule et à pied. Le chef de groupe, Zaourou Théophile, surnommé Commando Benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. C'est moi qu'on appelle le Commando Benguiste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financé personnellement. Donc l'attaque de Yopougon à Niango, c'est moi qui l'ai financé. L'attaque de Dabo, c'est moi qui l'ai financé. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Comme ça, je suis allé au Togo, j'ai croisé pas mal de jeunes. Je suis allé au Ghana, j'ai croisé pas mal de jeunes. Ces derniers temps, je suis arrivé au Ghana avec les anciens que je connaissais. J'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. Ces 6 individus seront mis à la disposition du parquet où ils répondront de leurs actes. L'heure était aujourd'hui à la présentation des vœux au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a reçu les vœux de ses proches collaborateurs ainsi que des directions rattachées à son département. Le bilan du ministère d'État a été dressé en substance avant d'exhorter ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. Abou Sanogo. La cérémonie de présentation de vœux au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réuni les directions rattachées et celles sous tutelle du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le directeur général de l'administration du territoire, le préfet Amani Ipou Félicien, a rendu hommage au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour son engagement aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara à travers toutes les actions menées en faveur du corps préfectoral et des collectivités décentralisées. Quant au directeur général de la police nationale, Bredoumbia, il a salué le travail abattu par le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui en peu de temps a doté la police nationale de moyens conséquents pour faire face aux nouveaux défis de la sécurité. La police nationale, consciente de sa mission et des échéances à venir, prend l'engagement de rester elle-même, de poursuivre ses efforts, de travailler toujours avec détermination, le sacrifice de soi pour pourvoir à nos citoyens un service de qualité à un environnement de sérénité propice au développement économique. Ahmed Bakayoko a renouvelé sa confiance à l'ensemble de ses collaborateurs. Il les a exhortés au travail et au respect des valeurs de probité et de loyauté. 2015, c'est une année importante pour nous tous. Je voudrais vous engager à faire en sorte que nous puissions passer le cap. Tout le monde dit que la Côte d'Ivoire a fait un bond extraordinaire après la crise, les élections de 2015. Tout le monde considère que c'est là on saura si la Côte d'Ivoire a passé le cap ou pas. C'est en ce moment-là qu'on va réaliser que la Côte d'Ivoire a tourné la page des violences, la division, et que les Ivoiriens se sont engagés sur vraiment le chemin du développement. Faisons tout pour que ces élections soient apaisées, soient démocratiques et que le meilleur gagne. La cérémonie de présentation des vœux au ministre d'État Ahmed Bakayoko a pris fin par des prestations d'artistes. En santé, le taux de prévalence de l'hépatite B en Côte d'Ivoire est d'environ 13% et celui de l'hépatite C est de 1 à 3%. Une situation qui a conduit le ministère de la Santé à entreprendre une lutte contre la pathologie. L'objectif est de sensibiliser la population sur le dépistage en vue bien sûr d'un traitement efficace. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi à Bingerville en présence d'Ami Sissoko. Cyril Ferret est professeur hépatologue.
Ce Français a perdu 7 de ses proches suite à une cirrhose de foie. C'est la principale cause des hépatites B et C. Depuis ces drames, il a décidé d'orienter ses études vers les hépatologies. Il séjourne en Côte d'Ivoire pour apporter son expertise au corps médical. J'ai pu aborder ce virus suivant 2 angles, la médecine pure, les patients graves, réanimés, transplantés. Et j'ai la chance, assez rare, de pouvoir connaître les aspects les plus dramatiques, les plus cliniques, mais également les plus fondamentaux de ces deux virus. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B est d'environ 13% et celle de l'hépatite C de 1 à 3% selon le ministère de la Santé. Le milieu de l'entreprise n'échappe pas à cette triste réalité. Les activités de dépistage indiquent une prévalence de 8 à 14%. Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité s'implique dans la lutte contre les hépatites virales à travers des séances de dépistage et d'information. Nous voudrions apporter notre contribution, si modeste soit-elle, encore une fois, à la politique de santé publique du gouvernement de Côte d'Ivoire, notamment au niveau du secteur privé. L'ambition du gouvernement à travers le programme national de lutte contre l'hépatite virale est de conduire une lutte efficace contre cette pandémie meurtrière avec le soutien de tous. Votre implication personnelle dans la lutte contre l'hépatite virale, ce tueur silencieux, est à coup sûr une garantie pour le bien-être, la santé des travailleurs. Les hépatites virales sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida et ont le même mode de transmission que ce dernier. L'OMS estime à 2 milliards dans le monde les personnes infectées par l'hépatite B et 170 millions celles porteuses de l'hépatite C. Un vaccin est cependant disponible. Depuis le 31 décembre dernier, le gouvernement procède au paiement des mesures d'accompagnement des artisans de la casse d'Adjamé. Sur les 3338 personnes recensées, 548 artisans ont reçu chacun 150 000 francs CFA pour le transport de leurs marchandises. Sur le site de la nouvelle case de Ndotré dans la commune d'Abobo, on aura l'occasion d'en reparler dans ce journal. Pour l'instant, je vous propose cette étude qui vient d'être menée pour identifier les zones insalubres dans le district d'Abidjan. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable entend intervenir dans ces endroits pour les débarrasser de leurs ordures et préserver la santé des populations. Éric Goré. En vue d'assainir le cadre de vie des populations, le gouvernement ivoirien déploie de grands moyens. Un atelier se tient pour réfléchir sur les stratégies qui seront mises en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones insalubres du district d'Abidjan. La séance de restitution de l'étude sur la cartographie a lieu. Elle permettra aux maires de réserver un meilleur cadre de vie à leur population. Pour le représentant du ministre de la Salubrité urbaine et du Développement durable, la salubrité est un maillon essentiel pour le bien-être de tous. Le district d'Abidjan vit une situation particulière, car c'est la localité qui, aujourd'hui, abrite plus du quart de la population ivoirienne. La forte démographie et l'urbanisation galopante constatée dans cette ville n'est pas sans conséquence sur l'environnement humain. La santé est un droit pour les populations, selon la représentante du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Il est important que nous, au ministère de la Santé, nous puissions améliorer la santé des populations à travers l'amélioration de l'environnement. En ayant ces zones à risque, ça nous permet de définir là où nous devons mener des actions plus spécifiques en matière de prévention et en matière de traitement. Le déguerpissement des installations anarchiques sur le domaine public, le curage des caniveaux d'eau de ruissellement, le nettoyage des voies et leur emprise sont entre autres des actions posées par le ministère de la Salubrité et du Développement durable. D'autres actions sont prévues en faveur des populations. On en vient à cette opération d'accompagnement des artisans. Depuis le 31 décembre dernier, le gouvernement procède au paiement des mesures d'accompagnement des artisans de la casse d'Adjamé. Sur les 3338 personnes recensées, 548 artisans ont reçu chacun 150 000 francs CFA pour le transport de leur matériel sur le site de la nouvelle casse de Ndotré dans la commune d'Abobo. Le constat de Marina Atta est commenté par Francis Boifo. Commune du Plateau. À quelques pas du ministère des Affaires étrangères, il est 12h05. Difficile à notre équipe de reportage d'avoir accès aux locaux de la Direction générale de l'artisanat et des PME.
Devant ces bâtiments, s'impatientent des ferrailleurs venus récupérer des kits en guise de mesure d'accompagnement pour regagner la casse de Ndotré, le nouveau site de recasement. On nous a dit de venir prendre les 150 000 francs, mais depuis on attend, on ne comprend rien. Hier, moi je suis venu, j'ai passé toute la journée, je n'ai pas eu de l'argent. Ce matin encore, je suis là. Sur les 3338 artisans recensés, 2037 personnes sont concernées par cette première phase de paiement de 150 000 francs CFA à chacun des bénéficiaires de la mesure gouvernementale. L'influence, c'est qu'aujourd'hui, on les avait appelés avant le 31 décembre venir par groupe. Ils ont tous espéré venir après les fêtes pour ne pas dépenser leur argent, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont tous venus en groupe pour prendre leur argent et nous pensons pouvoir terminer cette opération d'ici vendredi prochain. À ce jour, 548 dossiers ont été traités sur les 2037 attendus. Il y a deux types d'artisans, il y a les garagistes et il y a les ferrailleurs, revendeurs, magasins. Moi, je fais partie de l'organisation des garagistes. Nous avons perçu notre argent sans difficulté et sans tohu-bohi. Toutes les personnes qui ont été recensées dans le cadre de cette opération recevront les kits. Personne ne sera laissé de côté. Après cette opération, tous les ferrailleurs de la casse d'Adjabé, 3338 au total, regagneront la casse de Ndotré pour faire place aux travaux de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé. La population d'Oumé a reçu il y a quelques jours plusieurs dons, dont celui du président de la République. Montant de ce don, 21 millions de francs CFA. L'envoyé du chef de l'État, Touré Aya Virginie, a profité de cette occasion pour exhorter la population au pardon et à la cohésion sociale. Thérèse Tapeyoboué. Des tricycles, des motopompes, des broyeuses de manioc, des brouettes, des machettes, des paires de bottes, des pulvérisateurs, des essoreuses, tels sont les dons reçus par les coopératives de jeunes et de femmes du département d'Oumé. En effet, ces coopératives avaient sollicité il y a quelques mois l'aide de leur sœur Virginie Ayatouré pour pouvoir mettre en route différents projets. Aujourd'hui, c'est donc chose faite. En plus du matériel de travail, les coopératives ont reçu plus d'1 million. Tout cela a été couronné par le don du chef de l'État en direction des chefs de canton, de villages et de communautés. Il s'agit de 10 bœufs et de 2 tonnes de riz. Montant total du don, 21 millions de francs CFA. Une occasion choisie par Virginie Touré pour inviter les populations à tourner le dos à la division, à être de grands travailleurs pour mériter la confiance du chef de l'État. Chers parents, vous savez beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu à un moment donné dans notre pays des moments difficiles. Avant, pendant et après les élections. Mais aujourd'hui, mettons tout cela dans le passé, car l'heure n'est plus aux récriminations, mais plutôt à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Les populations ont exprimé leur gratitude aux initiateurs des dons et formulé le vœu de voir le chef de l'État en visite à Oumé. Le calvaire des automobilistes du département de Samatigila, dans la région du Folon, c'est dans le nord-ouest du pays, prendra fin dans quelques jours. Ils pourront désormais se déplacer aisément, car se rendre dans cette localité relevait par le passé d'un véritable casse-tête chinois, faute de pont sur le fleuve Baoulé. Mais depuis quelques jours, les travaux de construction du pont ont pris fin, un don du président de la République aux populations de cette région de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. Voici ce qui servait de pont reliant les villes d'Odiéné et de Samatigila, surtout en saison pluvieuse. Un pont flottant réalisé par l'équipe municipale dirigée par Lassina Diaby. Un ouvrage précaire pour juste permettre aux populations de circuler librement, d'évacuer leurs productions agricoles, mais aussi les cas graves de maladies vers le centre hospitalier régional d'Odiéné. Bien avant ce pont, ce sont des pirogues qui servaient de moyen de traverser. Un véritable calvaire pour la population de ce chef-lieu du département, zone à forte production d'anacarde et de coton. Dans quelques jours, les populations seront soulagées grâce au président de la République qui a permis la construction d'un pont, un engagement pris lors de son passage dans ce département situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Suite à la réalisation de cet ouvrage, la population compte témoigner leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sera au cours d'une journée d'hommage le samedi 10 janvier prochain, une célébration qui sera marquée par l'inauguration de ce pont. En plus du pont,
Les populations du département de Samatigila souhaitent le bitumage de l'axe Odiné-Samatigila, long d'environ 45 km. Le nouveau chef de canton de Toulepleu vient d'être installé. Marraine de la cérémonie de cette installation, Anne-Désirée Ouloto, elle a invité ses parents venus nombreux à la cérémonie au respect des choix exprimés et à la cohésion sociale pour un développement harmonieux de la région. Thérèse Tapeyoboué. Jérôme Alain Guidi, chef d'entreprise, est le nouveau chef de canton de Toulepleu. La cérémonie de son intronisation s'est déroulée dans le respect des us et coutumes en Pays Oué, en présence des autorités politiques, administratives, de la chefferie traditionnelle et de Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, fille de la région. Le préfet du département de Toulepleu, Karim Diarra, s'est réjoui du choix des patriarches portés sur Jérôme Guidi. Il n'a pas manqué d'informer l'assistance qu'il n'y a pas de décret de nomination d'un chef de canton, contrairement au chef de village. Quant à Anne Ouloto, elle a exhorté ses parents à la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers un atelier de renforcement des capacités des chefs traditionnels du département de Toulepleu. La politique impulsée par le président de la République pour le bien-être des populations, le chef doit tout faire pour que ces populations en aient les bénéfices. Ce chef, on l'a voulu, on l'a désigné, on l'a porté. On a dansé tous ici et il s'est levé, on lui a fait allégeance. Ça veut dire que nous devons assumer notre acte. Demain matin, après avoir fait un mauvais rêve, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire on va changer le chef du canton. Ça ne se passe pas comme ça. La cérémonie a pris fin dans la gaieté avec des prestations d'artistes. Après le renouvellement des instances dirigeantes du Rassemblement des Républicains en 2014, certaines des structures spécialisées du parti commencent à définir de nouvelles orientations en vue de remporter les prochaines échéances électorales en ce début d'année. Les femmes du RDR ont tenu à traduire en actions concrètes les résolutions de leur congrès organisé en octobre 2014. Ce jeudi, s'est ouvert au siège du RDR, donc à la rue Le Pic, un atelier portant sur un plan quinquennal d'action stratégique des femmes républicaines. C'était en présence du secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. Vous le voyez sur ces images. Il a exhorté les femmes à plus d'engagement car les échéances électorales sont proches. L'objectif étant de remobiliser les femmes républicaines pour la réélection du président Ouattara à la prochaine présidentielle. En bref, une image toujours, le retour de l'ex-directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Bro Amessan Pierre Israël, est rentré définitivement après près de 4 années d'exil au Ghana. C'est en fin de matinée, ce jeudi, qu'il est rentré à Abidjan avant de prendre part à une cérémonie au siège du Front populaire ivoirien, le FPI. Cérémonie au cours de laquelle la direction du FPI a tenu à saluer toutes les dispositions prises par les autorités ivoiriennes afin de faciliter le retour de Bro Amessan Pierre et de Kakou Jacques, militant de base du FPI. Ce retour de l'ex-directeur général de la RTI, par ailleurs journaliste, s'inscrit dans une grande offensive entamée depuis octobre 2012 par le gouvernement. Nous proposons maintenant ce reportage à la découverte des activités de l'association ivoirienne pour les Nations Unies. C'est avec Koné Pargassoro. ONU, Organisation des Nations Unies. Elle a en charge le maintien de la paix dans le monde. L'ONU, au-delà du maintien de la paix, mène des actions en faveur du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Des actions que décide d'accompagner l'Association ivoirienne des Nations Unies, AINU. Une conférence de presse est donc initiée par les responsables de cette structure en vue de la présenter à la presse. Vu les actions posées par les Nations Unies en Côte d'Ivoire, il était question et le moment favorable pour nous, Ivoiriens, d'installer cette association en Côte d'Ivoire. Le président national de l'AINU, Jean-Richard Niago, répondant aux questions des journalistes, rassure les populations qu'en plus du soutien apporté à l'ONU, l'Association ivoirienne des Nations Unies entend contribuer au renforcement des relations existantes entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies, mais aussi apporter du bien-être aux populations. Nous menons des missions actuellement sur toute l'étendue du territoire national pour voir les difficultés et pouvoir faire des doléances aux Nations Unies
pour améliorer les conditions de vie des populations. L'Association ivoirienne des Nations Unies, selon son président national, procédera après la présentation de la structure La Presse au lancement officiel de ses activités le 5 février prochain. En bref, Moussa Mara, le chef du gouvernement malien, a présenté ce jeudi sa démission au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a accepté. En bref, toujours à l'étranger, le groupe terroriste armé Boko Haram a entièrement détruit 16 villes et villages des rives du lac Tchad dans le nord-est du Nigeria. Au cours d'un nouveau raid, une centaine de morts sont à déplorer dans cette attaque. En France, les 2 suspects de l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, Chérif et Saïd Kouachi, ont été localisés dans l'Aisne depuis ce matin. Les unités d'élite du RAID et du GIGN sont déployées en Picardie. Un numéro de survivants, c'est la réponse de Charlie Hebdo au drame de la journée du 7 janvier dernier. À l'issue d'une réunion qui rassemblait ce jeudi une trentaine de personnes, dont les survivants du journal, il a été confirmé que Charlie Hebdo sortirait mercredi prochain et serait tiré à 1 million d'exemplaires contre 60 000. Richard Malka, avocat du journal, a indiqué que ce numéro serait limité à 8 pages au lieu des 16 habituels. La rédaction devrait se mettre à l'œuvre dès vendredi matin dans les locaux de Libération pour montrer que ça continue malgré la mort de 5 dessinateurs parmi les 12 victimes. La plupart des grands médias hexagonaux se sont joints à une initiative lancée par France Télévisions. Ils se sont réunis ce jeudi après-midi avec les responsables de Charlie Hebdo pour mettre en forme leur appui. L'idée, c'est que l'équipe de Charlie dise ce dont elle a besoin, avait déclaré Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. Depuis l'attentat, le journal a reçu de multiples propositions sous forme d'aide financière, d'abonnement ou d'appui matériel. La Banque publique d'investissement BIP France a décidé de prendre 50 abonnements pour ses 42 directions régionales et son siège en signe de solidarité. La ministre de la Culture et de la Communication, elle, a réuni mercredi les patrons de presse en vue de trouver les moyens de soutenir Charlie Hebdo. Fleur Pellerin a déclaré que le ministère allait tout faire pour que l'hebdomadaire puisse paraître la semaine prochaine, celle d'après et de nombreux autres encore. Pour l'heure, les recherches se poursuivent. La traque de Chérif et Saïd Kouachi, les principaux suspects, continue. Selon les informations reçues, ces 2 suspects ont été localisés jeudi matin à l'est, à proximité des Villiers-Cotterêts sur la RN2. Ils auraient braqué une station d'essence vers 10h30, toujours selon ces informations. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir.